sûr, il s'agit aussi d'un problème de couple. Et ça va changer, le tabou diminue. Ça, c'est mon rêve, que ce soit accessible à toutes les femmes qui ont ce type de problème. Il n'y a qu'un gynécologue qui peut faire vraiment un état des lieux, quoi. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Les années passent, qu'en est-il de notre vagin ? Un titre un peu choc pour une période un peu particulière. La ménopause. Ah, cette ménopause, ce mot que nous n'aimons pas, ce mot qui rime avec bouffée de chaleur, vapeur, prise de poids, sécheresse vaginale, perte de libido, ostéoporose, rides, douleurs articulaires, fuite urinaire, pas glamour pour un sou, pas sympa du tout. Et se dire que comme on vit beaucoup plus longtemps qu'il y a 100 ans, nous, les femmes, on passe 44% de notre vie en ménopause. Vous vous imaginez ? J'avoue que je n'avais jamais vu cela de cet angle-là, et j'ai même souri. Alors, attention, attention. La ménopause n'est pas une période horrible pour toutes les femmes. La prise de poids, les vapeurs, la sécheresse vaginale et j'en passe ne sont pas des fatalités pour toutes les femmes. Loin de là. Beaucoup rapportent même qu'elles s'épanouissent à tous les niveaux après la ménopause. Nous sommes toutes différentes et il n'y a donc pas de généralité à faire. Si j'ai décidé de faire un podcast sur la ménopause et plus particulièrement l'état de notre vagin à cette période de notre vie, c'est parce que j'en ai ras la casquette des idées reçues, des idées préconçues et encore plus des tabous. Aujourd'hui, nous allons les lever ensemble parce que beaucoup de femmes souffrent en silence et n'osent pas parler de tous ces petits désagréments de la ménopause. Et nous ferons bien évidemment la distinction entre ménopause naturelle et ménopause induite par les traitements anticancéreux et notre chère hormonothérapie qui nous vaut du bien pour faire chuter les récidives, mais un peu moins quand il s'agit de l'état de notre vagin. Mais ce qui est super cool aujourd'hui, c'est que vous allez repartir avec le sourire car il y a des solutions et on n'en parle pas assez. Dr Putmans va nous donner beaucoup de pistes et beaucoup de solutions avant de parler du laser vaginal Mona Lisa Touch. Parce qu'il y a beaucoup de solutions qui fonctionnent très bien avant d'envisager le laser. Je tenais à insister là-dessus. Nous aurons également sur le podcast, tout bientôt, une autre gynécologue, sexologue aussi, qui travaille à Gustave Roussy, qui nous parlera plus en détail de toutes ces solutions, ainsi que tous les aspects plus psychologiques, tels que les troubles de l'image du corps, de la libido, du désir. Comme Dr Putmans, elle est extrêmement rassurante, douce, compréhensive et a les bons mots pour rassurer et déculpabiliser les femmes. Aujourd'hui, focus sur les aspects physiologiques. Nous allons nous concentrer sur le fameux laser vaginal Mona Lisa qui fait des miracles pour ce fameux syndrome que nous appelons SGUM. Moi, je le retiens en pensant à chewing gum, donc SGUM, syndrome génito-urinaire de la ménopause. Avant, ce charmant syndrome s'appelait l'atrophie vulvovaginale. Je ne sais pas si c'est tellement plus cool, mais on a constaté que la vessie en prenait aussi un coup, donc ils ont ajouté le urinaire. Ah bah oui, la vessie a aussi besoin d'œstrogènes qui manquent cruellement quand on est en ménopause. C'est donc tout le plancher pelvien qui se trouve en manque de nos bonnes hormones, les œstrogènes. Ce qui est bien pour les femmes qui n'ont pas eu de cancer hormonodépendant, c'est qu'il y a une thérapie hormonale de substitution possible pour atténuer les symptômes tels que les bouffées de chaleur, la sécheresse, les insomnies et un tas d'autres joies plus ou moins intenses. Mais la merde, c'est pour celles qui ont eu un cancer du sein hormonodépendant et qui se trouvent en superménopause induite par l'hormonothérapie et qui ont l'impression de s'être pris 20 ans en une année dans le plancher pelvien. De nouveau, excusez-moi si je me répète, ce n'est pas une fatalité pour toutes les femmes. Le but ici est d'en parler et d'informer pour que celles qui se sentent concernées se sentent moins seules et sachent qu'il y a des solutions. Des solutions révolutionnaires même, parce que le laser vaginal Mona Lisa Touch apporte des résultats révolutionnaires pour certaines.
Vous avez constaté que j'ai mentionné la marque 2 fois, mais je n'ai absolument aucune espèce d'affiliation avec cette boîte, ni avec le docteur Patrick Putmans. Pour la petite histoire, j'étais tétanisée par cet hormonaux avant même de commencer la chimio. Du coup, j'ai tapé sur le net SOS, nouvelle technologie, ménopause, sécheresse vaginale, hormonothérapie. Voilà, je tape toujours des suites de mots, ça vous laisse entrevoir l'état dans lequel j'étais. Puis, je suis tombée sur ce fameux laser vaginal fractionné, Mona Lisa Touch, et d'autres marques qui m'avaient l'air très bien aussi. 1 an plus tard, j'ai décidé d'appeler la firme Mona Lisa et je leur ai demandé de me mettre en contact avec un docteur super gentil, super doux et avec une voix douce pour le podcast. J'ai eu la joie de rencontrer Patrick, qui m'a appris tellement de choses, qui est si passionné, qui est si touché par le désarroi de certaines femmes. C'est vraiment le pionnier du laser en gynécologie puisqu'il l'utilise depuis les années 80, non seulement pour résoudre des problèmes d'infertilité, mais maintenant pour aider des femmes ménopausées et les femmes touchées par le cancer du sein. J'aime son implication, j'aime sa douceur, j'aime comment il explique et rassure. C'est une belle personne qui m'a mise en confiance pour ce laser. Vous verrez, il parle beaucoup d'atrophie vaginale. C'est donc bien ce SGUM et tous les symptômes qui en découlent. Évidemment, aujourd'hui, focus sur le vagin, la sécheresse, les douleurs pendant les rapports et tout ce qui peut franchement plomber le moral quand on s'est déjà chopé un cancer. Nous pouvons et nous avons le droit et la possibilité d'avoir une vie sexuelle épanouie jusqu'à la fin grâce à plein de solutions et notamment les nouvelles technologies méconnues. Il est temps de faire du bruit autour de ce laser, de ces traitements disponibles afin que primo, toutes les femmes qui souffrent en silence puissent déjà se sentir entendues et comprises et puissent trouver des solutions. Segundo, que les médecins s'équipent. Il y a encore beaucoup trop de gynécos conservateurs. Évoluez, les gars. Et tertio, que ces traitements soient un jour inclus dans le parcours de soins du cancer du sein. Et je travaille actuellement sur un projet qui, je l'espère, débouchera sur ces tissus positifs et d'autres personnes formidables font la même chose en France. C'est le rêve de Dr Putmans et c'est le mien aussi. Faisons péter les tabous. Partagez ce podcast à toutes vos amies, sœurs de combat, mères, tantes, médecins, gynécos, oncos, voisines et plus encore. Autre petite précision et après je vous jure on démarre. Il y a un lien vers une vidéo avec le laser vaginal dans la légende de ce podcast et sur la page qui est dédiée à ce podcast sur mon site internet, donc Cancer Je Gère. Vous tapez juste Cancer Je Gère sur Google et vous allez tomber dessus. Vous tapez ensuite sur l'onglet podcast et vous cliquez sur la photo de ce podcast. Et honnêtement, je trouve que c'est encore mieux d'avoir vu la vidéo avant d'écouter le podcast parce que c'est encore plus clair. Alors dans ce podcast, nous avons essayé de faire au plus simple dans le genre cours de gynéco pour les nuls et cours de laser vaginal pour les nuls. Nous serons bien évidemment disponibles pour répondre à toutes vos questions et pourquoi pas faire un live un jour. Allez, zou et bisous et bonne écoute. Bonjour Patrick. Bonjour Delphine. Merci 1000 fois d'avoir accepté l'invitation de venir témoigner sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Je suis hyper honorée. Non, merci pour l'invitation. Alors, je pense qu'on va commencer simplement par une petite présentation. C'est toujours comme ça que je fais. Donc, présentation personnelle et professionnelle, comme tu veux. Tu nous dis ce que tu veux nous dire. Bon, évidemment, orienté aussi à Mona Lisa après, évidemment. J'ai fait 16 ans de gynéco-obstétrique classique, mais petit à petit, mes 2 passions se sont devenues claires. C'est la médecine de la reproduction, tout ce qui touche à la fertilité, l'infertilité, jusqu'à ce jour d'ailleurs, à Leuven, à Louvain. Mais en même temps, j'ai aussi une passion pour tout ce qui est l'application de lasers médicaux ou en médecine, et surtout en gynéco. Et là, j'ai eu la chance, dès mon assistanat, de pouvoir utiliser le laser CO2, qui est un des plus anciens d'ailleurs. Et ça date de 82, je crois, où j'ai commencé à traiter des lésions de la vulve et du col utérin suite à une maladie sexuellement transmissible au papillomavirus. Ok. Ensuite est venue l'application du laser par cœlioscopie pour traiter l'endométriose. Mm-hmm. Et ce n'est qu'en 2014 que j'ai appris par hasard le laser fractionné CO2, le même donc, mais d'une autre façon, pour traiter l'atrophie vulvo-vaginale. Il y a eu d'autres lasers, le laser à l'argon pour l'endométriose, le laser diode pour traiter les ovaires micropolykystiques, mais tout ça fait partie de mon boulot à la clinique, donc la médecine de reproduction.
Et donc tous ces lasers aussi, c'était pour dans des cas de problèmes de fertilité et tout ça Oui, aussi. exact. Okay, oui. Oui. Donc, diode et argon pour l'endométriose, diode aussi pour microperforer les ovaires micropolykystiques. Et ce qu'on va discuter maintenant, ça ressemble un tout petit peu, c'est de microperforer la capsule ovarienne et de chauffer le tissu en dessous. Oui, ok. Pour de nouveau avoir une ovulation, un cycle ovulatoire. Donc de ne pas devoir traiter aux hormones ou à la fécondation in vitro. C'est fou, moi est-ce qu'on parlait de ça, je vais dire de mon époque story, parce que c'est comme si j'avais 80 ans, mais je ne savais pas qu'il y avait... cette possibilité. Cette possibilité-là, oui, parce que j'ai eu des problèmes d'infertilité. On m'avait pas parlé de laser à l'époque, donc on nous balançait des paquets d'hormones, en fait. Ça fonctionne même très bien. 53% de nos patientes commencent après une période de 2 mois à peu près. Il faut attendre 2 mois, à ovuler spontanément. De nouveau, un cycle quasiment normal, entre 30 et 45 jours. Et on a déjà une petite série de patientes qui reviennent pour le même problème après leur premier accouchement. Donc, ça fonctionne bien. En fait, on va dire que tu es le pionnier du laser. Tu maîtrises quand même beaucoup de laser, quoi. C'est une passion, comme une autre. Oui, une passion. C'est une belle passion. Donc voilà, gynéco, on voit tout ton parcours et surtout ta passion pour le laser. Alors, j'avais été très marquée quand on s'est rencontrés. On a fait un petit compte rendu avant le podcast. Et tu m'as cité la définition de la santé, de l'Organisation mondiale de la santé. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant de mentionner. Est-ce que tu peux nous la lire et puis on va un peu débattre là-dessus. Cette organisation a été fondée déjà le 7 avril 1948. Oui. Et la définition de la santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. En anglais, on utilise le mot wellness. Oui, ça que tout le monde connaît. Oui. Et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. OK. Donc, dès qu'il y a des plaintes qui sont là, qui gênent, mais qui ne touchent pas nécessairement à une vraie maladie, on a aussi là une partie de cette définition de la santé. Oui, et donc le débat, dans le cadre, par exemple, de traitements qui sont pas remboursés par la Sécurité sociale ou par la mutuelle en Belgique, donc le cadre, par exemple, du laser, où est la frontière, finalement, entre... OK, on ne soigne que la maladie, donc on soigne un cancer, de la chimio, mais finalement, un problème d'atrophie vaginale, comme on n'en meurt pas, c'est compliqué, je trouve, Oui, tout à fait. Et c'est une remarque très, très valable, parce que si on compare, par exemple, l'arthrose et l'atrophie, l'arthrose, c'est une dégénération du tissu cartilage des articulations. Oui. On considère que c'est une maladie, on la soigne, on l'opère. Tandis que l'atrophie, ça fait partie du vieillissement, donc ça c'est quelque chose de naturel, donc OK. Pas de chance pour vous, mesdames. Voilà, qu'il y a des plaintes, mais ça, il n'y a pas de budget pour rembourser des traitements d'atrophie. Bon, il n'y a pas de budget pour le moment, mais je sais qu'on t'a parlé de ça après, mais enfin, tu expliquais hier que finalement, les traitements de tout ce qui était infertilité, tous les in vitro et tout ça n'étaient pas remboursés à l'époque, et il y a eu une évolution. Oui, une évolution majeure. Je me rappelle toujours que les gens payaient la fécondation in vitro elle-même. C'était le couple qui investissait dans ce traitement. Il y avait des excès. Et en 2003, c'était M. Van den Broeke, Frank Van den Broeke, qui est notre ministre de la Santé actuel, a changé ça et a mis à la disposition des gens un traitement de fécondation in vitro remboursé, avec des limites d'âge, avec des limites du nombre de fois qu'on peut participer. Donc, c'est maximum 6 fois jusqu'au 43e anniversaire. Oui. Ce qui avant coûtait facilement 3 000 à 5 000 euros tombe à 300, 330 euros. Mais donc, pour on voit le ticket de modérateur, c'est tout. Oui, et on voit finalement qu'il y a quand même eu une évolution, que ça fait partie, oui, on ne traite pas une maladie, mais on permet à une femme d'avoir un enfant. Donc, c'est quand même... Et donc, pas oublier que quand on fait l'exploration de 100 couples, il en reste quand même 18 où on ne trouve pas de cause. On ne trouve pas d'explication pour cette infertilité. On la traite quand même avec la fécondation in vitro, souvent d'ailleurs avec beaucoup de succès. Avec beaucoup de succès, oui. Ouais. Alors, voilà, maintenant, on va arriver un petit peu dans le vif du sujet. Et comme on s'adresse quand même à toutes les femmes, on va pas... moi, je voulais que le podcast soit ouvert vraiment à toutes les femmes.
évidemment celles qui sont touchées par la ménopause, enfin donc toutes les femmes, à un moment ou un autre, et aussi les femmes donc qui ont eu un cancer hormonodépendant et qui prennent de l'hormonothérapie. Alors, je vais te demander juste de faire un petit cours de gynéco pour les nuls, parce que voilà, on n'est pas tous formés à la gynécologie, et donc nous expliquer qu'est-ce qui se passe pendant la ménopause, et si tu peux vraiment bien faire une distinction entre les femmes ménopausées naturellement et les femmes super ménopausées, c'est comme ça qu'on va dire, par l'hormonothérapie, par la chimiothérapie, parce que c'est donc une super ménopause dont on parle et pas une ménopause naturelle. Exact. Donc voilà. Voilà, tu peux la nous définition expliquer. de la ménopause, en principe, c'est très simple. C'est la cessation de la fonction ovarienne, donc des ovulations, de la production d'œstrogène et de la progestérone, parce qu'en fait, la fonction ovarienne est double. Oui. C'est la procréation et c'est aussi la sécrétion d'hormones. Qu'est-ce que c'est une hormone? C'est un produit qui est sécrété dans la circulation sanguine, mais qui a un effet à distance. Ça, ce sont les hormones. Donc, ces deux choses vont s'arrêter. Le cycle menstruel s'arrête et donc les règles s'arrêtent. Ça, c'est vraiment la définition de la ménopause. Donc, Disons il y a périménopause ou préménopause ou... Oui, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Il y a une période d'adaptation, le cycle qui devient irrégulier, des vapeurs qui commencent, puis s'arrêtent de nouveau. Il y a de nouveau des règles qui arrivent. Ça, c'est ce qu'on appelle donc la préménopause. Oui. Mais si on regarde dans l'ovaire et dans les deux ovaires, c'est aussi l'arrêt de la fonction de reproduction. Il n'y a plus d'ovules. Ah oui. Toutes nos filles naissent avec quelques millions d'ovules à la naissance. C'est incroyable, en fait. À la puberté, il en reste quoi? 200 000, 300 000, 400 000, pas plus. C'est tous les bébés possibles, en fait. Oui, c'est ça, tous avec les une bébés ovulation possibles, mensuelle, normalement une ovule, mais on a beaucoup qui n'arrivent pas à cette ovulation. Et à la ménopause, ça devient zéro. Ok, donc on a vidé notre stock, quoi. Exact. Ouais, ok. Et malgré les efforts de l'hypophyse pour mettre en route ce cycle menstruel, ça ne marche pas. Ouais, et donc ça, c'est vraiment la définition de la ménopause. Alors, on va parler évidemment de tous ces effets de la ménopause, et on peut presque les diviser, enfin les multiplier par 3 en fait quand c'est l'hormonothérapie, mais pas pour tout le monde. Donc est-ce que tu peux juste nous faire une petite explication en fait de tous ces Comme j'expliquais au début, c'est cette irrégularité de cycle. Finalement, les règles s'arrêtent définitivement. Il y a surtout les vapeurs, les bouffées de chaleur qui ne sont pas présents à 100%. Il y a une majorité de patientes qui souffrent de ça. Pour une durée moyenne d'1 an et demi, 2 ans. Il y a aussi des exceptions qui gardent les vapeurs toute leur vie. Et des exceptions qui n'en ont pas du tout. Exact. J'ai entendu quand même souvent que c'était assez héréditaire. En fait, quand on avait une mère et une grand-mère qui n'avaient vraiment pas eu de problème pendant la ménopause, c'est souvent le cas. Donc les bouffées de chaleur, oui. Très incommodantes pour certaines. Ah vraiment, oui, bien sûr. Terriblement avec des insomnies, on se réveille, on est fatigué dès le début de la journée, ça c'est pas évident. Et le sujet d'aujourd'hui, donc l'atrophie vulvovaginale, ça ne se met en route que 4 ans après le début de la ménopause. Okay. Donc la tranche d'âge de patiente que moi je vois à la consultation, c'est 54 à 64. Ok, mais tu nous expliques donc atrophie, donc rétrécissement. Oui, c'est une diminution de volume de la paroi vaginale, aussi bien la muqueuse que la couche musculaire qui est juste en dessous. Je donne l'exemple d'une personne qui est hospitalisée, qui est alitée et qui développe une atrophie musculaire. Donc là aussi, c'est une diminution de volume de cet organe qui est le muscle. On peut même presque dire ça se racrapote, quoi, un peu. Oui. C'est exactement la même chose. Comme un fruit, mais ici, c'est pas le fait d'être alité, ici, c'est le manque d'œstrogène. Donc ce qui maintient cette muqueuse endovaginale en bon état, ce sont les œstrogènes naturels. Du fait qu'il n'y a plus d'ovulation, du fait qu'il n'y a plus de cycle, plus d'œstrogène, c'est ce manque d'œstrogène qui fait que tous les organes qui ont des récepteurs pour l'hormone œstrogène, je expliquais que c'est en fait un produit qui fonctionne à distance. Oui, c'est ça. C'est pas uniquement le vagin, c'est aussi nos os, c'est aussi notre peau. Tout. Donc oui, il y a beaucoup d'endroits où ces œstrogènes sont nécessaires. La nature est bien faite, elle est juste un peu mal faite que ça devrait continuer un peu plus longtemps. Mais... Exact. Donc, ce qui normalement était une épaisseur de 6 à 9 mm avant la ménopause. Donc la paroi du vagin, tu dis bien. Je parle de la paroi du vagin, c'est quelque chose qu'on peut mesurer à l'échographie endovaginale.
va très vite diminuer vers une épaisseur de 1 à 3 mm. Alors, ménopause naturelle, peut-être plutôt 3 mm, et puis ménopause induite par l'hormonothérapie, encore plus fin, en fait? Tu fais une Pas distinction? nécessairement. Je crois que la différence avec une ménopause prématurée induite, c'est que c'est beaucoup plus rapide Oui, c'est plus et que c'est violent, beaucoup oui. plus sévère. Mais le point final est à peu près le même. Si on attend assez longtemps, en ménopause naturelle, ça va être la même chose qu'avec une ménopause prématurée induite. Et donc, évidemment, qui dit atrophie, dit problème de sécheresse. Oui. Est-ce que tu peux vraiment encore nous expliquer, donc, sécheresse, douleur pendant les rapports, nous faire un petit peu une liste? Alors, bon, là, je me permets de te demander, en fait, d'expliquer pour que toutes les femmes qui nous écoutent se disent, bon, ok, ça fait partie de la ménopause, ce sont des symptômes, je déteste le mot normaux, parce qu'en fait, non, j'aime pas, en fait, quand on dit un symptôme normal, ça veut dire, bon, ben, c'est normal, je ne fais rien. Non, c'est un symptôme et il y a des solutions dont on va parler, évidemment, parce que ce podcast, c'est pas pour parler de la ménopause et tous il y a des solutions. Donc, c'est pour redonner espoir, quand même, hein. Bien. Au niveau de la vulve et du vagin, en effet, tu l'as déjà mentionné, il y a la sécheresse, mais c'est souvent un mélange de plaintes. Il y a souvent aussi irritation, sensation de brûlure, douleur. Donc la vulve, c'est à l'extérieur, hein, donc les petites lèvres. La vulve, les petites lèvres, l'entrée du vagin, et une sensation d'être mal à l'aise. Il y a aussi plein de façons de décrire ces plaintes. Il y a le prurite qui est un prurite douloureux, et ainsi de suite. Je sais pas ce que c'est un prurite, moi, en fait. Prurite, c'est des démangeaisons. Ah oui, c'est ça. Oui, et il y a des femmes qui parlent de sensation d'aiguille. Oui, aussi. D'aiguille dans le vagin, de brûlure. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, en effet, l'influence sur les rapports sexuels. Hein. Donc, il y a la douleur, on appelle ça, le terme médical, c'est dysparéunie. La douleur au moment d'un contact sexuel. Ouais. Ça, c'est souvent au moment de l'intromission, mais c'est aussi durant le contact sexuel que ça peut faire mal, au point que ces douleurs vont avoir un impact sur la relation, vont avoir un impact sur la fréquence d'avoir des rapports intimes. Voire même, à un moment donné, le fait que ça s'arrête, qu'il y a d'autres façons d'être intime que le rapport sexuel en soi, parce que c'est trop douloureux d'avoir des rapports. Là, je me permets de faire juste un petit écart, en fait, pour parler de... On aura un autre podcast hein, pour parler de la libido et de tout ce qui est plutôt psychologique et tout ça. Mais finalement, quand il y a une peur de douleur, anticipation de douleur... Ça peut complètement... Tension, la femme qui est déjà tendue, le partenaire qui n'ose pas trop insister. Voilà, donc tout ça peut se dégrader. Voilà, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle plus de tout ce qui est physiologique, mais ça a un impact aussi sur tout le psychologique s'il y a douleur. Et donc, effectivement, j'entends énormément de femmes qui ont des plaintes presque de déchirure, Et le début, c'est le manque de lubrification, malgré la stimulation sexuelle, en fait, et ou une sténose orificielle débutante. Sténose, ça veut dire quoi alors? Ce qui veut dire que l'entrée devient plus étroite. Ok, un rétrécissement. Un rétrécissement, exactement. Bon, mais donc, et alors, tout ce qui est trouble urinaire? Oui, ça c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a changé la définition ou la terminologie. On ne parle plus d'atrophie vulvovaginale, on parle maintenant du syndrome urogénital de la ménopause, donc pour inclure ces plaintes urinaires. Et là, il s'agit souvent de pollakiurie, au niveau un nom médical, ce qui veut dire des envies fréquentes d'uriner de jour comme de nuit. Oui. Des urgences mictionnelles, des infections urinaires à répétition. Ouais. Donc, il y a... Mais en fait, tout est lié. Donc, quelque part, si on essaye d'imaginer un dessin, j'imagine que s'il y a de l'atrophie, la vessie descend un petit peu, ça presse. Donc, c'est vraiment... Mais en fait, j'ai envie de mentionner ça aussi parce que je pense pas que les gens fassent une connexion. Toujours, moi-même, je l'ai pas faite parce que voilà, je suis sujette à quelques troubles urinaires suite à l'hormonothérapie. Et donc, pour moi, il n'y avait pas de connexion. Voilà. Et donc, je trouve que c'est parce qu'il y a énormément de femmes qui souffrent en silence de tous ces problèmes urinaires. Alors, on parle pas spécialement de fuites parce que je pense que les fuites, c'est autre chose encore. Ça, c'est l'incontinence stress. Hein. Quand on augmente la pression intra-abdominale, on tousse, il y a du sport, courir. Éternuer. Et à ce moment-là, il peut y avoir une petite fuite. Mais tout ça, c'est dû aussi à la ménopause? Oui. Au
départ, oui. C'est en fait une atrophie de tout ce qu'on appelle le plancher pelvien ou la musculature pelvienne. Oui. Tous les tissus qui contiennent des récepteurs d'œstrogène vont subir cette absence d'œstrogène. Oui, donc en fait, la vessie a besoin d'œstrogène aussi, en fait. Oui. Oui, donc c'est... Alors, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Tu parlais du fait qu'on vivait plus longtemps et que donc ces problèmes ou ces dysfonctions sexuelles liées à la ménopause sont un problème plus important à notre époque, parce que c'est vrai que quand ils vivaient jusqu'à, je sais pas moi, 45-50 ans, les femmes n'étaient pas très longtemps en ménopause. Aujourd'hui... Notre espérance de vie passera à plus de 90 ans d'ici 2030. Il y a eu des articles là-dessus. Ce qui fait que si on prend l'âge moyen de la ménopause à 50 ans et demi, 51 ans, enfin, c'est une gauze. Il y a des exceptions dans les deux sens. Il y a des personnes qui sont ménopausées à l'âge de 48 ans et j'ai encore des patientes qui ont un cycle menstruel à 56 ans. Mais oui, ça veut dire que 44% de votre vie en tant que femme on est passe ménopausée. en état ou étant ménopausée. Oui, donc presque la moitié de notre vie, en fait. Oui. Donc, est-ce que tu crois qu'en fait, toutes ces réflexions et tout ça, c'est parce que, voilà, il y a beaucoup plus d'années... la sexualité dure, en fait, beaucoup plus longtemps. Exact. Et tu avais parlé aussi de divorce, en fait, de nouvelles sexualités. Oui, nouvelles relations, ça aussi, la fréquence augmente. Et on espère, tout au long de sa vie, d'avoir une qualité de vie, y compris la vie sexuelle. Oui. Donc, quand il y a ces symptômes de ce syndrome urogénital de la ménopause, ça peut être quelque chose qui préoccupe beaucoup de gens, qui gêne beaucoup de gens, juste au moment, par exemple, de rencontrer un nouveau partenaire, etc. Oui, c'est ça, parce que, voilà, comme tu expliquais, il y a beaucoup plus de divorces, donc on rencontre peut-être des nouveaux partenaires à 50, 55 ans, exact. 60 ans, et voilà. Alors, Patrick, maintenant, on a parlé de tous les problèmes, on va quand même parler des solutions. Mais de nouveau, en faisant bien une distinction entre les femmes ménopausées et les femmes touchées par le cancer, enfin une distinction. On va d'abord parler de toutes les solutions, comme on dit en anglais, over the counter, donc en vente libre, qu'on peut trouver, et pas spécialement en vente libre, parce qu'on va parler des topiques œstrogéniques aussi. Quelles sont toutes les solutions qu'on peut mettre en place dans un premier temps, avant de parler du laser, bien évidemment. Qu'est-ce que les femmes peuvent essayer? Parce que on est bien d'accord de dire, enfin, c'est à toi à me dire, en fait, toutes les femmes n'ont pas de problème. Il y a des femmes qui ont une vie sexuelle tout à fait satisfaisante jusqu'à 80 ans et qui n'ont pas spécialement besoin d'un laser et qui ont... Est-ce qu'il faut quand même toujours avoir recours à un lubrifiant ou il y a des femmes qui sont... Voilà, il y a... Et très souvent la réponse, ah non, pas de problème. Ok, très souvent tu dis donc. Donc je veux dire, ça nous concerne... Oui. Il se peut que la patiente répond ça sans peut-être vouloir parler des détails. Parce qu'il y a quand même aussi une sorte de tabou. Oui. Et ça aussi, on a maintenant des publications qui prouvent, qui montrent clairement que ce tabou est réel. Donc ces plaintes sont très très fréquentes. Là aussi, on a fait des enquêtes par Internet anonymes pour avoir une idée de l'incidence, donc la fréquence de ces plaintes. Et malgré ça, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas en parler, qui n'osent même pas en parler à leur partenaire, qui n'osent pas aborder ce sujet à leur médecin traitant et qui le cachent aussi pour leur gynécologue. Mais ça change. Ça change, mais je trouve aussi que quelque part, enfin, en tout cas dans le cadre du cancer, il n'y a pas beaucoup de gens qui nous demandent comment ça se passe à ce niveau-là. Et donc, ce n'est pas d'emblée demandé par l'oncologue. Oui, c'est mentionné comme ça, mais... et donc, c'est vrai que si on est là ensemble aujourd'hui, c'est vraiment justement pour lever les tabous et permettre aux femmes de ne pas se sentir isolées, de se sentir comprises, d'oser aller en parler à leur médecin, d'oser en parler à leurs copines, parce que c'est un problème réel qui touche les femmes ménopausées et les femmes qui sont sous traitement, sous hormonothérapie. Oui. Et moi, je peux faire la distinction entre deux groupes de patientes. Il y a les patientes que je connais depuis très très longtemps, où j'ai fait l'accouchement des enfants, et qui petit à petit vieillissent, sont ménopausées et développent ce type de problème. Oui. Donc là, il n'y a pas question de parler du laser. Il y a d'autres possibilités, comme par exemple entretenir la musculature périnéale
L'activité sexuelle régulière aussi est importante. Est-ce que ça, tu peux nous en parler, en fait? Pourquoi une activité sexuelle régulière? Ça aide à maintenir l'élasticité de ce tissu. Ça aide aussi à augmenter la microvascularisation par capillaire dans cette paroi vaginale. Vascularisation, donc ça améliore les tissus, enfin ça permet aux tissus de ne pas se détériorer. Oui. C'est la distension qui aide à cette microvascularisation et à la souplesse, l'élasticité des tissus. C'est exactement ça qui se perd au moment qu'il y a cette atrophie qui s'installe. Alors, on est dans un cercle vicieux là, parce que si il y a atrophie, perte de libido, douleur, machin, donc pour certaines, plus de rapport, et donc ça, en fait, finalement, ça s'empire. Ça s'empire. Si on n'en touche pas un mot aux professionnels de la santé, ça s'empire, exact. Alors, merci Patrick d'expliquer la physiologie, en fait, ici. Heureusement qu'il y a plein de solutions et que tu es là pour nous en parler. Donc déjà, la première solution est d'en parler avec un professionnel de la santé, afin de sortir de ce cercle vicieux et surtout du cercle vicieux de la culpabilité, parce que il y a absolument pas de culpabilité à avoir. Alors, quelles sont les solutions, les premières solutions pratiques, comme les gels, les crèmes, qui peuvent améliorer, freiner dès que le processus se met en route? Bon, je donne la liste, les probiotiques, les bactéries lactiques, pour donc restaurer la flore vaginale, ce qui va acidifier le milieu vaginal, ce qui est une protection contre les mycoses. D'accord. Il y a les crèmes hydratantes, c'est souvent à base de l'acide hyaluronique. Qui sont vraiment bien, oui. Moi je trouve. Et le problème toujours dans ces choses-là, c'est que c'est quand même assez onéreux. Oui. Donc, mais voilà, ça c'est... Oui. Au moment du contact sexuel, ce qui peut aider, c'est les lubrifiants hydrosolubles ou l'effet glissant de ces lubrifiants est souvent de courte durée. Une autre possibilité, ce sont les lubrifiants à base de silicone, qui ont une... Mais ça, on est bien d'accord que ça ne traite pas le problème. Non, hein. Donc c'est symptomatique. Oui, c'est voilà, juste le symptôme, mais ça ne traite pas le problème. Et l'acide hyaluronique, si, un petit peu, non? Il y a une étude en cours, non pas pour appliquer ça en forme de crème, mais en injectant l'acide hyaluronique. Et donc là, c'est un peu tôt. C'est une étude multicentrique, randomisée en double aveugle, qui est en cours, qui est très intéressante, mais on n'a pas encore de résultats. Là, il s'agit d'injecter l'orifice, l'entrée du vagin, avec ce produit à base d'acide hyaluronique. Comme les fillers. Les fillers dans le visage. Quoi. Exact. Donc tout ça, il y a tellement d'études en cours. Hein. Ensuite, j'ai ma liste, elle continue. Toutes les solutions, c'est bien. Ce qui est difficile dans un sens, ce sont les produits à effet anesthésiant. Je trouve ça fort dommage que les patientes n'en parlent pas à leur pharmacien, mais achètent quand même un produit qui a un effet d'anesthésie locale. Ah, mais ça, c'est... Oui, c'est automédication. Oui, en plus... Pour endormir cette entrée du vagin, pour que la douleur, on ne la sent plus. Oui, mais donc s'il y a des problèmes de sécheresse, il peut y avoir des déchirures et des choses comme ça. Enfin, il faut s'imaginer que chaque fois qu'il y a une déchirure, c'est un microtraumatisme qui va guérir, mais qui donne de nouveau du tissu cicatriciel plutôt que du tissu normal. Oui, donc là aussi, ça va s'empirer, ça devient un cercle vicieux. Ok, donc ça, mauvaise idée. Quoi. Mauvaise idée, en effet. La vitamine E en suppositoire, il y a quelques publications. Les androgènes comme la testostérone, la dihydrotestostérone, peu d'études. Donc ça, de toute façon, c'est quelque chose qu'on ne va pas prescrire. L'ospémifène, ça c'est un produit qui n'est pas disponible en Belgique, assez coûteux, avec des risques cardiovasculaires, mais qui agit bien sur cette fameuse dyspareunie. Mais on ne l'a pas ici en Belgique. Donc, donc ça, on ne mentionne pas. Par contre, voilà, les topiques, les crèmes estrogéniques. Oui. Voilà. À faible dose, ça c'est quelque chose que certaines patientes vont apprécier, ça va leur aider, mais il y a aussi beaucoup de patientes qui disent « pour moi, ça ou rien, c'est la même chose, ça n'aide pas ». Oui, moi j'ai entendu pas. Alors, on va expliquer, hein. Donc, ce sont des œstrogènes qu'on met dans une petite crème, qu'on met de manière locale, ou des ovules ou avec un petit applicateur. Donc finalement, comme il n'y a plus d'œstrogènes qui arrivent dans ces zones-là, donc ça vient nourrir. C'est local, parfait. Bon, controversé évidemment dans le cadre du cancer hormonodépendant, même si pas mal de gynécos le prescrivent en disant que c'est finalement annulé par l'effet de l'hormonothérapie. Donc ici, on n'est pas là pour dire vous pouvez en prendre ou pas. C'est quelque chose que vous devez discuter avec votre gynéco.
Et c'est vrai que ça peut paraître un peu... on a un cancer hormonodépendant, mais on met quand même des œstrogènes. Donc, c'est vraiment de l'avis du gynéco, voire la santé mentale. Non, je parle ici maintenant de l'efficacité de ces œstrogènes. Si on compare ces œstrogènes, par exemple, ou avec les œstrogènes transcutanés, un œstrogène par exemple, pour nommer le produit, ça c'est quelque chose sur les vapeurs qui aide beaucoup mieux. Donc ça veut dire une femme ménopausée qui met de l'œstrogène, on mentionne, sur le bras ou sur la cuisse. Pour des vapeurs intenses. Mais elle peut parce qu'elle n'a pas de cancer hormonodépendant. Voilà. Ok, toi tu conseilles en fait ça, quand on souffre vraiment de vapeurs et tout ça. Oui, je parle des vapeurs qui donnent des insomnies, la patiente doit travailler, être fatiguée tout au long de la journée. Là, j'ai un schéma où je combine toujours les deux. Quand il y a la matrice est présente, je combine les œstrogènes avec la progestérone, sinon on risque d'avoir des saignements et des polypes dans la cavité utérine. Donc il faut toujours une balance entre les deux. Ah d'accord, oui. Mais on peut en effet combiner l'œstrogène avec de la progestérone micronisée, sans reproduire des règles, mais d'avoir un confort sans vapeur. Oui, parce que c'est ça agit très très bien. Oui, mais ça c'est hors de question pour une femme qui a un cancer hormonodépendant. Oui. Ça c'est vraiment banni. Mais si on reprend l'efficacité de ces mêmes œstrogènes pour l'atrophie, même de façon locale, même en crème ou en ovule, j'ai l'impression que ça n'est qu'une partie des patientes. Et j'écoute pas mal de patientes qui viennent me voir pour le laser de façon désespérée parce qu'il n'y a plus rien qui aide et qui mentionnent dans les antécédents l'utilisation de ces crèmes. Oui. Alors oui, voilà, moi j'ai entendu des très bons échos aussi. Enfin donc apparemment voilà, c'est. Mais donc en fait, si on récapitule, il y a des solutions quand la situation n'est pas dramatique. C'est gel, c'est voilà. Mais maintenant, évidemment, on va arriver on va parler en fait de ce fameux laser vaginal. Donc je vais te demander de nous faire de nouveau un petit cours de laser vaginal pour les nuls. Donc c'est finalement des situations où c'est devenu très inconfortable pour la femme. Les solutions, elle a essayé d'autres solutions, mais elle est arrivée à une situation où toutes ces solutions ne fonctionnent plus vraiment bien. Et donc elle arrive chez toi. Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? D'abord, la physique du laser, c'est bien connu. Tout le monde connaît les pointeurs de laser. Ah ben non, je ne sais pas si tout le monde connaît. Non. Ah oui, un laser comme un petit laser rouge qu'on met comme ça sur les tableaux, qu'on adorait quand on était enfant. C'est le meilleur exemple, c'est un laser. C'est quoi? C'est un faisceau de lumière plein d'énergie qui a des particularités. C'est toujours une seule couleur. En termes scientifiques, on parle d'une longueur d'onde. Donc, il y a une longueur d'onde. Et c'est unidirectionnel. Si on prend le soleil, ça brille dans tous les sens. Tous les sens, toutes les directions. Ici, non. C'est unidirectionnel, donc ça suit une seule direction. OK. Oui, ça, maintenant, moi, je me présente bien avec le petit stylet rouge, oui. OK. Maintenant, on passe au laser utilisé en médecine. L'énergie est tellement intense que quand ça touche du tissu humain, l'énergie de lumière, ce sont des photons, est changée en chaleur. Donc, il y a une absorption de cette énergie par les tissus d'ailleurs qui sont pleins d'eau, intracellulaire et extracellulaire. Et c'est cette absorption qui donne l'effet. Et cet effet peut varier d'une vaporisation, donc ça veut dire qu'en une fraction de seconde, l'eau intra- et extracellulaire commence à bouillir. Donc c'est ce qu'on appelle l'ablation. La lésion, par exemple, la verrue sur la vulve, elle est partie. Parce que brûlé, en fait. C'est brûlé. OK. Et c'est l'eau, en fait, qui c'est au contact vaporise. De l'eau. OK, d'accord. Deuxième effet, avec des températures un peu plus basses, c'est ce qu'on appelle la coagulation. Donc là, les protéines vont se dénaturer. Et c'est un peu l'effet de certains lasers qui vont utiliser ce type d'effet sur le tissu pour rétrécir les fibres de collagène existantes. Donc, c'est quelque chose différent de ce que moi j'utilise. Ça, c'est donc plutôt une cure de rétrécissement pour rendre le vagin plus étroit. Mais, oui, on n'est pas là. Enfin,
c'est pas ce dont on parle aujourd'hui, en fait. Non, donc, c'est non, vraiment, non. oui. Mais ça existe. Oui, ça Prenons existe, l'exemple d'une patiente qui a 3 enfants. Les 3 enfants étaient au-dessus du poids, poids, 4 kilos. Ça, c'est une indication pour ce type de laser qui vont plutôt coaguler les fibres de collagène existantes. C'est de la béance vaginale, c'est ça quand c'est beaucoup trop ouvert, quoi, oui. Alors que ce laser ici, celui que moi j'utilise, le Mona Lisa, utilise un tout petit peu la vaporisation, juste pour décapiter la muqueuse, pas à 100%, mais à 6 à 8%. Donc ce sont des petits points de micro-brûlure. Mais l'effet le plus important ou principal, c'est de chauffer le tissu qui se trouve en sous-muqueux. D'accord. Ça va créer une guérison. Après, une brûlure, et puis le tissu va se régénérer. Va réagir, exact. Et c'est durant ces 3 jours que les fibrocytes, ça veut dire les cellules ménopausées qui avant entretenaient cette muqueuse endovaginale, vont être réveillées. Ok, donc on réveille, donc en fait on stimule exact. Et on rajeunit, quoi. Voilà. On rajeunit. Donc les fibrocytes, on les appelle de nouveau, comme avant, des fibroblastes, qui vont sécréter ou produire de la nouvelle collagène, des fibres d'élastine, vont capter l'eau comme avant, vont être responsables de la lubrification du vagin, au point que l'épaisseur de ce vagin, si on fait des contrôles après les séances de laser, atteint de nouveau 5, 6, 7 mm comme avant. Et tout cela sans œstrogène. Oui. Donc là, on parle d'un vrai rajeunissement de ce tissu, et sans l'aide d'œstrogène. Bon, maintenant j'ai plein de questions, peut-être de manière un peu dans tous les sens. Est-ce que ça marche toujours ? Non. Voilà. Dans quel cas est-ce que ça marche pas ? On ne connaît pas les cas, c'est de la médecine. Donc on atteint des chiffres quand même très élevés. Par exemple, dans la ménopause naturelle, d'abord, il faut dire qu'on n'obtient pas cet effet en une séance. Il faut 3 séances. Combien de séances ? Oui, c'est normalement un minimum de 3 séances, avec un intervalle de 4 à 6 semaines. 3 semaines, c'est trop vite. 8 semaines, c'est trop tard, parce qu'on risque de perdre l'effet de la première séance. Donc l'idéal, c'est toutes les 4 à 6 semaines, une séance 3 fois. Ok, ça c'est dans le cas d'une ménopause naturelle. Avec un traitement, une séance d'entretien tous les ans. Tous les ans ou 18 mois ? Tous les ans, oui, ça varie. Il y a des patientes qui reviennent me voir parce qu'ils avaient assez avec 2 séances après 9 mois ou 6 mois, parce qu'elles n'ont pas eu les 3 séances prescrites. Et la patiente que j'ai vue après presque 18 mois, 19 mois, n'avait toujours pas de plainte, mais elle se rappelait que je l'avais demandé et elle est venue pour une séance d'entretien. Alors, donc toi, tu dis les chiffres sont très bons dans le cas de ménopause naturelle. Donc on est à combien de pourcents ? Je ne parle pas de mon expérience personnelle. Il y a aussi pas mal d'études qui parlent de 80 à 86% de succès. Je veux dire des patientes qui avaient des plaintes et qui, au moment des 3 séances, mettons 6 mois plus tard, répondent à des questionnaires et sont tout à fait contentes de ces résultats. Alors, est-ce que les 14%, elles ont une petite amélioration quand même, ou vraiment pas du tout d'amélioration ? Parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'argent. Ça varie. Ça varie, oui. ok. Mais oui, c'est de la médecine, c'est déjà, je crois, un chiffre très très élevé. 82 à 86%. Oui. Alors, dans le cas du cancer ? Oui, si on compare avec le cancer du sein, par exemple, c'est le plus fréquent, là, on pensait que c'était moins efficace, parce que souvent, l'atrophie est plus profonde, l'atrophie est plus intense. Et là, au début, il y avait des publications qui parlaient de 75%. 3 sur 4. Après, on a compris que c'est parce que les 3 séances ne suffisent pas. Ah, voilà. Ça, je voulais t'entendre dire, oui. Et donc, on doit monter parfois jusqu'à... Oui, et il vaut 6. mieux l'expliquer au moment de la première séance, parce que je fais toujours un examen clinique complet et échographique avant de commencer, et surtout aussi pour sélectionner s'il s'agit d'une patiente, d'une bonne candidate pour le traitement. N'oublions pas que les stades terminaux de l'atrophie, c'est la sténose, on parlait du mot sténose tout à l'heure, mais aussi le raccourcissement du vagin, au point qu'il y a des cas où je ne sais pas rentrer la sonde du laser. Donc là, malheureusement, je ne sais pas aider ces gens. Alors, donc, boum, moi je vois un warning sign qui s'allume. Donc, ne pas attendre d'arriver à cette situation-là, quoi. Donc, en fait, dans le cas, parce que maintenant, bon, c'est un podcast sur le cancer des femmes, dans le cas de femmes sous hormonothérapie,
bon, si vraiment il y a un problème qui s'installe, il ne faut pas attendre. Il vaut mieux commencer le traitement dès que possible. Dès que possible, donc peut-être même ne fût-ce qu'avoir une consultation, de demander à son gynécologue s'il y a déjà atrophie, si les plis sont déjà, je sais pas comment dire, la surface du vagin est déjà un peu aplanie. Enfin, poser la question quand même, être informé sur l'état de son vagin. Oui, ou l'inverse. Je connais des oncologues qui mentionnent cette possibilité du laser, tout en sachant que, par exemple, ce cocktail gonadotoxique, on l'appelle, de chimiothérapie va entamer une ménopause artificielle. Oui. J'ai une patiente, par exemple, qui a 35 ans, là, ça vaut la peine d'expliquer et d'informer les gens au maximum et de parler, par exemple, des traitements. Oui, donc de parler des traitements et d'aller consulter un gynécologue déjà pour arrêter ce processus avant que ce soit trop tard. Alors, je dis avant que ce soit trop tard, mais est-ce que parfois c'est vraiment trop tard? Sur un peu plus de 6 ans d'expérience, j'ai eu 2 cas. Donc il y a toujours moyen de faire le traitement. Oui. C'est pas beaucoup de cas, mais donc oui, c'est plutôt pour mettre en garde aujourd'hui. Allez-y, allez en parler à votre gynéco. Alors, comment se passe une séance? Commençons d'abord avec le intake. En anglais, on dit intake. Oui, tout à fait. La consultation qui m'aide à exclure les contre-indications, par exemple. Une contre-indication importante, c'est par exemple l'herpès génital. Tout le monde connaît les petites boules au niveau des lèvres, ça c'est l'herpès oral, il y a aussi une forme génitale. Là, il faut quand même un laps de temps de 4 à 6 mois entre la dernière représentation de l'herpès génital et le laser. C'est un exemple. Okay. Autre exemple, c'est le prolapsus utérin. Il ne faut pas oublier qu'avec un prolapsus, la muqueuse va petit à petit changer en peau. Ça devient... Je ne savais même pas ce que c'était. Je trouve ça tellement... C'est pas évident. Hein. Donc, prolapsus, donc c'est la descente des organes. De la matrice. Hein, mais est-ce que le laser ne traite pas ça, justement? Non. Pas en tout cas les plaintes d'atrophie. Et il faut alors changer le fusil d'épaule. Là, ça devient une indication dermatologique. Parce que la muqueuse devient tellement épaisse et change carrément en derme et c'est presque comme une peau. Hein. Mais est-ce qu'il y avait cet autre laser Erbium-YAG qui traite ces problèmes de prolapsus le stade 1 d'un prolapsus débutant, par exemple, ou d'une descente de vessie ou une descente de rectum. Oui, là, ce type de laser peut certainement... Là, on ne va pas rentrer dans les conditions, parce que j'imagine qu'il y a des opérations, il y a tout la chirurgie. Donc, une séance. Voilà. Donc le intake, voilà, pour aussi informer les gens. D'où l'importance, je trouve, d'aller voir un gynécologue en fait, parce que il y a qu'un gynécologue qui peut faire vraiment un état des lieux, quoi. Oui, il y a l'inspection du vagin, il y a toutes sortes de symptômes de l'atrophie, du degré d'atrophie. Il y a aussi l'aide de l'échographie endovaginale qui nous aide à mesurer l'épaisseur de la paroi vaginale, et il y a aussi le pH. Parce que c'est quelque chose qu'on mesurait de façon chimique avec une petite feuille qui va montrer le pH. Instantanément, tu vois le résultat alors? Exact. Oui. Ah, ok. Donc là, ça va être une valeur plutôt alcalinisée que acidifiée. C'est censé être plus acide en fait. Voilà, donc ok. Donc l'ensemble de ces choses-là me disent s'il s'agit d'une bonne candidate pour le laser. D'accord. Et là commence la séance. La séance elle-même ne dure que quoi? Moins de 10 minutes. C'est pas dans une salle d'op, il faut pas d'anesthésie générale, il n'y a pas d'anesthésie locale non plus. C'est insensible au niveau du vagin, au niveau de la vulve, parce que je commence en profondeur tout près du col utérin et je recule vers l'entrée du vagin. Mais au niveau de la vulve, là, l'innervation est tellement dense que ça peut devenir plus désagréable. Plus sensible, oui. Je tiens à mentionner qu'il y aura une vidéo sur la page sur mon site, mais il y a aussi tout ce qu'il faut sur ton site. Hein. Tu as mis aussi une vidéo sur ton site, exact. Qui est super bien faite. Donc on voit vraiment bien l'effet, le fait que que tu retires la sonde, millimètre par millimètre. On voit bien tous les petits points. On voit vraiment. C'est important d'expliquer aussi que c'est et maintenant, c'est la première fois qu'on le mentionne, le mot fractionné. Fractionné veut dire en effet qu'on ne traite qu'une fraction de la surface interne du vagin, donc non pas 100%, mais 6 à 8%. Oui. Donc sur la vidéo, on voit très bien les petits points d'impact. Ce sont donc des micro-brûlures microscopiquement petits
juste pour décapiter la muqueuse, et la deuxième partie de ce qu'on appelle le pulse, la pulsation du laser, c'est pour chauffer le tissu qui est en dessous. Oui. Et durant la période de guérison de 3-4 jours, le tissu qui n'a pas été traité aide le tissu qui est brûlé. Ok, donc je comprends. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a 6% pour que tous les tissus sains, sinon ce serait cramé, quoi. Oui, il ne faut pas exagérer, en effet, et éviter, bien sûr, le risque de cicatrisation, le risque de brûlure, trop importante. Oui, c'est vraiment dosé. C'est quand même de manière très pro. Oui, et c'est individuel, en fonction justement de l'examen clinique. Je sais exactement quels sont les paramètres pour utiliser le laser de façon... Ah oui, donc parfois tu vas adapter le 6%, peut-être en 8%, en moins. Ou... Oui. C'est vrai que y a pas beaucoup de gynécos qui sont équipés, hein, donc le laser arrive de plus en plus chez les dermatos. Oui, mais bon, après, c'est vrai que les dermatologues, ce sont les cracks du laser, les meilleurs dans toutes les possibilités de traitement de la peau. Oui, mais alors après, il n'y a pas le bilan gynécologique. Donc, ça vaut quand même la peine peut-être d'aller faire... pour cette indication, oui, en effet. Ça vaut la peine quand même de faire un bilan gynécologique avec son gynécologue avant, quoi. Oui, exact. Donc, on parlait du nombre de séances. Donc, femme ménopausée, tu avais dit 3 séances, peut-être 2 si la situation n'est pas si dramatique, et puis 1 par an. Maintenant, femme... sous hormonothérapie, avec quand même de l'atrophie, une situation sévère. Déjà, mais peut-être même pas sévère, tu conseilles quoi ? C'est 3, 4, 5, 6 selon le... Selon le degré d'atrophie ou l'intensité de cette atrophie, je parle de 3, 4 ou 5 séances. Ok. Et quand tu dis atrophie, en fait, ce qui parle beaucoup plus aux femmes, en fait, c'est sécheresse aussi. Hein. Donc, on est bien d'accord que tout est dans le même terme. Aussi, qui pratique ce laser ? Les gynécos, les dermatos, donc c'est toujours des médecins. C'est toujours des médecins. C'est un laser classe 4, donc c'est fait non pas par une infirmière, mais par un médecin, en effet. Alors, maintenant, j'ai envie de parler quand même d'une question importante. Les marques de laser... Parce que, je sais pas, j'imagine qu'il y a à boire et à manger sur le marché. Il faut se fier à quoi ? Bon, je tiens quand même à dire qu'on n'a aucun lien d'affiliation avec aucune marque. Hein, donc, c'est pas un podcast qui est sponsorisé par qui que ce soit. Donc, on se permet de mentionner des marques. Patrick, est-ce qu'il faut se méfier quand même ? Est-ce qu'il y a des lasers qui viennent de, je sais pas, de pays qui ont produit des lasers qui sont pas de qualité ? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait ? Qu'est-ce que la femme doit demander ? Ouais, moi, je connais le laser, bien sûr, Mona Lisa. C'est un nom d'ailleurs déposé. Oui. Et c'est une technique brevetée. Oui. Le fait donc de faire ça de façon fractionnée, de décapiter la muqueuse et chauffer le tissu qui est juste en dessous, c'est uniquement la firme DK qui produit ce type de laser, qui sont tous toujours appelés Mona Lisa Touch. Et qui sont fiables. Hein, qui sont fiables, exact. Et ça, on n'oublie pas ce nom. Hein. Mona Lisa Touch, je pense qu'on n'oublie vraiment pas. Voilà. Les autres, du moment que c'est par exemple Erbium YAG pour, comme on avait parlé, rétrécir les fibres collagènes, dans les indications de béance, dans les indications de avoir besoin d'un rétrécissement vaginal. Oui, ou même le Photona, par exemple, sont des appareils tout à fait fiables. Et aussi pour le SGOM, il y a des très bons résultats. Donc, Erbium YAG aussi, très bons résultats de Photona. Oui. Et qu'est-ce que tu as encore entendu Je ne connais pas vraiment le marché de ces lasers, mais il faut en effet se méfier, se méfier, bien se rendre compte de la physique du laser, bien être instrué par la firme. Oui. Avant de pouvoir utiliser ce laser en toute sécurité. Donc, bon, mais les gens peuvent toujours rentrer en contact avec toi pour te poser une question. Bien sûr. Voilà, parce que faut quand même. Enfin, moi non plus, je connais pas les marques de gens pas fiables, mais ça vaut quand même la peine de se renseigner parce que d'abord, voilà, on va arriver au prix, ça coûte cher, et si en plus des gens utilisent des lasers qui ne sont pas fiables, c'est un peu fou d'aller. Peut-être d'abord parler des effets secondaires éventuels. Oui, les risques, tu veux dire ? Oui. Ok. Après une séance, je demande par exemple, de ne pas aller nager dans une piscine qui contient du chlore. Okay. Par exemple, d'éviter les sports avec possibilité de friction. Tout ce qui est, par exemple, courir,
équitation, bicyclette. Enfin, tous les sports, en fait. Sauf se promener, là, il n'y a pas de problème. Et d'éviter aussi les rapports sexuels. Pendant C'est logique, 3 jours. 3 jours, OK. Maintenant, dans la littérature, il y a surtout des inquiétudes sur des effets non connus, secondaires et à long terme. Là, je réponds que j'utilise le laser CO2 depuis 1982. Oui. On a eu l'occasion de bien doser, de bien comprendre, de bien utiliser le laser CO2 en toute sécurité. J'ai maintenant plus de 6 ans d'expérience avec la Mona Lisa Touch. Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas d'effet secondaire à long terme. Oui, voilà, ça a quand même 40 ans de recul. Type cicatrisation, j'ai jamais vu ça. Infection ? Même pas. Enfin, une infection même à la limite qui peut être traitée, mais toi tu n'as jamais rencontré. Oui. Non, la seule chose que je me rappelle, c'est une patiente qui me téléphonait parce qu'elle avait un écoulement à queue, donc presque comme de l'eau qui sortait. Ça a duré 36 heures et puis ça s'est calmé. Et l'examen clinique, l'examen microscopique, l'examen microbiologique était tout à fait normal. Oui, voilà. Donc pas de risque, en fait, on peut dire. Non. Si c'est fait dans de bonnes conditions, exact. Avec les normes d'hygiène et tout ça. Oui, avec un médecin qui connaît bien son laser, qui ne laisse pas faire ça par des infirmières. Il y a eu quelques cas aux États-Unis qui ont bien sûr fait beaucoup de mauvaise publicité, ce qui fait que la FDA a réagi, à juste titre d'ailleurs. Mais moi, je n'ai pas cette expérience. Oui, et je pense qu'il y avait aussi énormément de lasers qui arrivaient sur le marché aux États-Unis, donc ils ont dû un petit peu réguler ça. Freiner ça. Voilà. Le prix. Oui. Le fameux prix, parce que c'est ça un petit peu qui est problématique. Oui, c'est pas remboursé. Moi, je demande 375 € la séance. S'il s'agit d'une patiente qui a eu un cancer de sein et tous les traitements, chimiothérapie, etc., avec une atrophie sévère qui en est les résultats, pour ainsi dire. Là, je demande 275 €, tout en sachant qu'il faudrait proposer plus de séances. Mais pourquoi ? Parce que j'imagine que c'est pas de gaieté de cœur non plus que tu demandes 275 €, 275 pour nos amis les Françaises, mais parce que cette machine coûte très cher. Oui. Et donc, tout compris, l'appareil, le scanner et les sondes, c'est à peu près 80 000 francs. Oui, donc 80 000 €, pardon. Oui, c'est ça. Oh, j'adore, on est encore dans les francs. Et donc, effectivement, le prix est un problème, raison pour laquelle on essaye de se battre aussi pour que ce soit remboursé par l'INAMI. On a des projets avec Patrick et d'autres médecins. Mais aussi, je pense que, et corrige-moi si je me trompe, plus les femmes en parleront, plus il faut qu'il y ait du bruit autour de ce laser. Il faut que les gynécologues s'équipent. Il faut pour que à terme, on ait l'espoir que ça fasse partie du parcours de soins quand même. Oui. Je trouvais honnête de présenter le laser quand j'ai commencé à l'utiliser en 2015-2016. J'ai donné plusieurs présentations à mes collègues gynécologues, à la Société de ménopause belge, mais on connaît le laser, il y a tellement de publications sur ce laser. Malgré ça, il y a quand même pas mal de gynécologues, enfin en tout cas ce sont les patientes qui me disent que leur gynécologue n'était pas au courant, ne connaissait pas le laser, ou n'était pas très convaincu de l'effet de ce laser. Au plus que les gens en parlent, au plus que les patientes en posent des questions, leur médecin traitant, leur gynécologue, même 6 ans après le début de la distribution de ce laser en Belgique, je crois qu'on a 26 centres. Non, pardon, c'est le Benelux. Oui. Benelux, 26 centres. En France, et ça c'était en janvier 2020, 56 centres où la Mona Lisa Touch, le traitement Mona Lisa Touch est possible. C'est peu quand même, pour je sais pas combien de millions d'habitants, enfin, où tu as les chiffres. J'ai les chiffres. En Belgique, c'est 11 millions d'habitants, 21 centres. Le Benelux, c'est 29 millions d'habitants, 26 centres. Et la France 67 millions d'habitants en janvier 2020, 68 centres. On est encore au début du processus, donc, mais je sais qu'il y a des centres anti-cancer qui ont commencé à avoir ces Mona Lisa. Je sais que Rosop Association en a beaucoup parlé aussi. Bon, peut-être une question un petit peu, je ne sais pas si elle est tout à fait appropriée ou pas, mais en fait, finalement, on se rend compte que les traitements pour les dysfonctions sexuelles des hommes
donc Viagra, injection intra-caverneuse, enfin je les connais pas tous bien, mais c'est finalement pas du tout cher. C'est abordable par rapport au traitement pour les dysfonctions sexuelles. Je connais pas les détails et les prix, mais c'est pas ce prix-là en tout cas. Donc non, c'est pas 375 € pour voilà, une exactement. séance de laser. Donc il faut en parler. Hein. Il faut vraiment en parler. Bon, une question un petit peu plus personnelle, mais quel est ton but, ton rêve, tes espoirs par rapport à tout ça? Parce que tu es très investi pour les femmes. Ça te fait quelque chose de rencontrer toutes ces femmes qui sont un petit peu perdues. Oui, c'est vraiment dommage que c'est pas plus accessible, ce type de laser. Ça, c'est mon rêve, que ce soit accessible à toutes les femmes qui ont ce type de problème. Quand je vois les résultats que ça donne, les effets positifs que ça donne, je trouve ça dommage. Qu'il n'y a pas plus de... Le mot publicité, je déteste le mot publicité, mais que c'est un bon traitement qui n'est pas utilisé à 100% de sa capacité. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup plus de gynécologues qui commencent, qui l'utilisent, qui ont aussi de bons résultats pour une plainte qui est quand même très, très, très fréquente. Et ça va changer, le tabou diminue, les gens, les femmes en parlent avec toute la libération sexuelle, j'imagine que voilà, ça va faire bouger les choses. Mais est-ce que tu as rencontré carrément des gynécologues qui étaient vraiment contre? Oh oui, sûrement. Mais pourquoi? Je sais pas. Parce qu'en plus, même financièrement, je veux dire, c'est presque une opération intéressante aussi pour le gynécologue, finalement. Mais ils sont... Peut-être assez conservateur. Oui, peut-être pas assez informé. Peut-être aussi, oui, en effet, l'investissement, où j'ai eu l'avantage et la chance d'avoir un prof qui m'a montré le laser, qui m'a expliqué la physique, qui m'a poussé à utiliser ce laser CO2, même déjà en 82, 83. Mais c'est pas le cas de tous les gynécologues. Oui. Il y a un arsenal de possibilités de traitement que chaque gynécologue... les crèmes, les petites crèmes. connaît. Voilà. Pas spécialement dans l'atrophie, je parle de la profession d'un gynécologue. Oui. Est-ce qu'il y a une hésitation là aussi? Je ne sais pas. Oui. Bon, donc les patientes doivent sortir dans la rue et en parler, quoi. Hein, donc, alors, merci Patrick. Comment est-ce que tu souhaites clôturer ce podcast? C'est toujours la question piège. En fait, les gens me disent « Oh, mais t'aurais dû me dire avant que t'allais me poser cette question. » Mais c'est souvent comme ça que je rencontre une patiente à la consultation. Moi, je vous ai trouvé sur Internet. J'ai cherché et je vous ai trouvé. Oui. C'est comme ça que ça se passe. Ah oui, donc c'est vraiment et puis vient l'histoire de tout ce que cette patiente a utilisé comme moyen pour... Oui, donc elle a quand même probablement tapé sécheresse vaginale. Voilà, exact. Tout essayé et finalement... Voilà. J'ai quand même encore une petite question parce qu'on l'a pas tout à fait abordée. Parce que voilà, tu dis une patiente qui te cherche. Et tu conseilles qu'elle vienne avec son mari en consultation? Bien sûr. Il s'agit aussi d'un problème de couple. Oui. Et le fait d'avoir cette explication à deux, le fait aussi que le mari soit présent au moment de la séance même du traitement, moi je n'ai rien contre, au contraire. Oui, justement, toi, en plus, un homme qui explique à un autre homme. Oui, donc ça c'est quelque chose que tu conseilles quand même. Ah oui, absolument. Parce qu'il lève peut-être des tabous à ce moment-là aussi, en fait. Hein, oui. Allez, si je peux faire la comparaison, c'est différent, mais c'est quand même tout ce qui est problème de fertilité, infertilité, c'est exactement la même chose. Bah oui. Là aussi, on invite le couple. Oui, et c'est déjà assez difficile que c'est quand même important que le couple soit là, quoi. Il y a plein de choses à expliquer, il y a plein de documents à signer. C'est ce que le informed consent, on dit en anglais. Oui. Hein. Consentement éclairé, oui. Voilà. Donc pourquoi pas dans ce problème qui touche au couple. Tout à fait. Bon, je trouve que c'est une belle conclusion. Merci Patrick. Avec plaisir. Et donc je répète que y aura toutes les informations qui seront sur ta page. Tous des liens. Je pense qu'on va carrément mettre des vidéos. Il y aura un blog qui sera publié aussi avec toutes les informations écrites, des liens vers ton site. Je pense qu'ils peuvent te contacter facilement via ton site pour te rencontrer. Et voilà. Donc, merci Patrick. Merci Delphine. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles.
et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous!